Vous l'ignorez peut-être, mais mon but ultime dans la vie, c'est de devenir un gourou. Vous savez, faire de la vulgarisation scientifique, c'est très exigeant. Pour faire une pauvre vidéo de 20 minutes qui sera regardée par 3 pelés, il faut lire tout ce qu'on peut sur un sujet, il faut confronter les arguments des uns et des autres, il faut ajouter des références à chaque affirmation, il faut faire relire son script par des experts, et puis une fois qu'on a fait tout ça, il faut encore refaire un tour de la littérature parce qu'on se rend compte qu'on a oublié plein de trucs. Tout ça, c'est beaucoup de boulot, c'est long, c'est pénible, et ça serait bien plus facile si je pouvais juste vous raconter tout ce qui me passe par la tête au petit déjeuner, et puis que vous buviez mes paroles. Autrement dit, mon travail serait grandement facilité si je pouvais être un gourou. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de Gourou Fabulous, le chatbot numéro 1 sur la Psycho-Evo en France. Pour faire simple, c'est une version dématérialisée de moi-même à laquelle vous pouvez poser toutes vos questions 24 heures sur 24. Ce chatbot constituera, j'espère, une première étape importante dans mon processus de gourouification pour me rapprocher des personnes que j'admire le plus dans le monde de la vulgarisation. J'ai nommé Didier Raoult, Idrissa Berkane et Science de Comptoir. Comme je pense que ça peut en intéresser plus d'un de savoir comment se gourouifier, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça très facilement avec quelques lignes de code. Vous inquiétez pas si vous avez jamais codé, je vais rester sur des explications de haut niveau et ça pourrait même vous motiver à apprendre à coder parce que vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment incroyables juste en tapant quelques mots dans un fichier texte. Et pour les plus geeks d'entre vous, en fin de vidéo, j'entrerai un peu plus dans les détails et je vous donnerai des conseils pratiques si vous voulez vous aussi essayer de faire la même chose à la maison. Parce que oui, même si vous n'avez pas de velléité de gourouification, ce que j'interpréterais personnellement comme un manque d'ambition, mais ça m'étonne pas de vous mes abonnés, ce que vous devez tout savoir par contre, c'est un vieux dossier sur votre ordi que vous osez même plus ouvrir tellement il est rempli de fichiers mal rangés et mal nommés. Eh bien, construire un chatbot comme Gourou Fabulous, c'est un excellent moyen de pouvoir aller rechercher dans ce dossier une information sans même avoir à l'ouvrir. En gros, si vous avez des fichiers sur votre ordi avec lesquels vous aimeriez discuter, tout type de fichiers, des PDF, des Word, des PowerPoint, etc., un chatbot comme Gourou Fabulous va vous aider à faire ça. Et puis moi je fais ça aussi parce que le meilleur moyen d'éviter de se faire voler son job par les IA, c'est de le leur donner avant qu'elles ne vous le prennent. Avant de continuer, un mot du sponsor de cette vidéo, Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres quand vous faites des recherches sur le web. Ce sponsor est donc une formidable opportunité pour moi de rappeler qu'il faut se méfier des projets qui plantent des arbres pour sauver la planète. Il y a en effet plusieurs conditions à respecter pour que ces projets ne fassent pas plus de mal que de bien. D'abord, la base, c'est de ne pas penser que la plantation d'arbres permettra de ne plus décarboner nos économies par ailleurs, ou nous permettra de polluer plus par ailleurs. En particulier, ça sera toujours préférable de protéger les forêts existantes et de recréer celles qui viennent de disparaître, plutôt que de planter dans des endroits où il n'y avait jamais eu de forêt. Ensuite, hyper important, il faut que ces projets soient faits en partenariat avec les populations locales pour éviter que ça crée des problèmes sur place, par exemple qu'on plante sur des terres qui permettaient aux gens de se nourrir jusqu'ici, et aussi tout simplement pour s'assurer que les arbres ne seront pas coupés au bout de quelques années. L'aspect social est hyper important pour la pérennité de ces projets. Et puis enfin, il faut planter des espèces locales et diversifiées pour être sûr qu'elles ne crèveront pas à la première sécheresse. Et je vous renvoie pour les détails au rapport du GIEC, Working Group 3, section 7.4.2.2, page 780. Et alors chez Ecosia, est-ce qu'ils font tout ça? Eh bien oui. J'ai épluché leur site web, j'ai regardé leurs vidéos FAQ, j'ai lu leur rapport d'activité, et pour en être absolument certain, j'ai même fait le relou en leur envoyant un email avec des questions précises. Leur réponse a été claire et argumentée, donc je peux vous les recommander. Vous trouverez dans la description un lien pour faire d'Ecosia votre moteur de recherche par défaut, ce que j'ai moi-même fait. Ecosia est téléchargeable sur PC et sur mobile. À savoir que ça change rien pour vous, ils vont juste utiliser les revenus générés par la pub quand vous faites des recherches pour planter des arbres, plutôt que de mettre les sous-sous dans la peau poche comme le ferait une entreprise normale. Et je réinsiste, c'est vrai qu'il y a une certaine hype autour de la plantation d'arbres et que fait n'importe comment, ça peut s'avérer un vrai gaspillage de ressources, mais faut pas non plus tomber dans le reforestation bashing. Et si vous lisez le rapport du GIEC déjà mentionné, vous vous rendrez compte que la reforestation fait bien partie des outils sérieusement envisagés
pour lutter contre le changement climatique. Bon, revenons à nos gourous. Alors, en gros, ce qu'on veut essayer de construire, ça s'appelle une application RAG pour Retrieval Augmented Generation, génération augmentée par un rappel. C'est-à-dire qu'on veut essayer de construire un chatbot tout à fait classique, comme ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, comme ChatGPT, sauf que on va essayer de brancher ce chatbot sur des documents personnels pour orienter ses réponses vers les informations qui se trouvent dans ces documents. On va faire un petit schéma, ça sera plus clair. Vous allez poser une question à un chatbot. Lui, en temps normal, ce qu'il fait, c'est qu'il va la transmettre à un modèle de langage qu'on appelle un LLM, et le LLM va écrire une réponse à partir de ses connaissances internes, c'est-à-dire à partir des milliards de textes sur lesquels il a été entraîné. Et nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'envoyer la question au LLM, on va aller chercher dans une base de données, qu'on appelle un index, des documents qui semblent pertinents pour répondre à la question. Alors moi, en l'occurrence, ma base de données, elle va être constituée de tous les scripts de toutes les vidéos que j'ai publiées depuis le début de ma chaîne. Ils sont tous là dans un dossier data. Une question intéressante, c'est comment le chatbot fait pour savoir quels documents sont pertinents pour répondre à la question que vous lui avez posée. Il fait pas juste un CTRL F pour rechercher s'il y a des mots-clés en commun dans votre question et dans la base de données. Il fait un truc bien plus intéressant que ça. Il va, au préalable, transformer votre question en une représentation numérique qu'on appelle un vecteur. Et cette représentation numérique, elle encode le sens de votre question. Et ensuite, il va aller regarder s'il existe des vecteurs similaires dans la base de données. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si vous posez une question sur est-ce que les manchots peuvent courir par exemple, et que dans votre base de données, il n'y a pas de document qui parle de manchots qui courent, mais qu'il y a un document qui parle de pingouins qui trottinent, et ben le chatbot va comprendre qu'il y a un lien entre les deux, parce que ces deux morceaux de texte, manchots qui courent et pingouins qui trottinent, ils auront une représentation numérique similaire. Me demandez pas exactement comment ça marche, j'ai pas creusé la question, mais en tout cas le principe c'est ça. On utilise ce qu'on appelle des modèles d'embeddings, qui sont spécialisés pour transformer des textes en des vecteurs, en des représentations numériques qui encodent d'une façon ou d'une autre le sens du texte encodé. Et donc si on reprend notre schéma, ça donne ça. D'abord, le chatbot transforme tous vos documents, vos PDF, vos fichiers Word, etc. en des représentations numériques, des vecteurs qu'il stocke dans un index. Et ensuite, quand vous allez lui poser une question, il va la transformer elle aussi en vecteur, et il va ensuite chercher dans l'index des documents qui ont une représentation numérique similaire. Et ensuite, il enverra tout ça, votre question et ses documents, à un LLM, le LLM renvoie sa réponse et le chatbot vous la transmet. Cette dernière étape d'interroger le LLM, c'est exactement comme si vous aviez posé une question à ChatGPT en copie-collant un gros morceau de texte dans le champ pour orienter sa réponse. Et donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, en quelques lignes de code, c'est implémenter toute cette partie. Les documents, on n'y touche pas, ils sont bien au chaud sur votre ordi. Le LLM, on n'y touche pas, on va se servir d'un LLM existant, et en particulier de ceux d'OpenAI pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais tout le reste, on va le coder, et vous allez voir que ça se fait de façon relativement simple, grâce à deux frameworks Python, LlamaIndex et Streamlit. Allez, c'est parti. Ah non, attendez 2 secondes, il faut que je mette mon pull à capuche, sinon vous n'allez pas me croire que je suis un vrai codeur. C'est bon, je suis prêt. Alors, on va commencer par coder tout ce qui est logique de discussion avec le LLM. Pour l'instant, on va pas se préoccuper du tout de l'interface utilisateur. Et je crois que c'est bon, et donc si je me suis pas trompé, on a déjà terminé le codage de la logique de l'application RAG. Donc si on récapitule, on charge les documents qui se trouvent dans le dossier datadir, on crée un index à partir de tous ces documents, on crée un moteur de recherche sur cet index, et ensuite on n'a plus qu'à poser une question et à afficher la réponse dans le terminal. Python app.py pour lancer le script, et on obtient la réponse. Pour améliorer sa mémoire, il est recommandé de s'engager activement dans le processus de mémorisation en récitant les informations à retenir ou en répondant à des quiz. De plus, il est conseillé d'espacer les révisions, blablabla, blablabla. Et tout ça, c'est exactement ce que je vous racontais dans ma vidéo « Comment booster sa mémoire ». Ça s'appelait 5 astuces validées par la science pour booster sa mémoire, je crois. Voilà, 5 astuces pour booster votre mémoire validées par la science. Et dans ce document, il y a en effet ces informations que je viens de vous lire. Donc c'est vraiment cool, hein, ça a marché. En quelques lignes de code, on a été capable de poser une question et d'aller rechercher la réponse dans un ensemble de documents et d'avoir une réponse qui était vraiment très proche d'une réponse que j'aurais pu fournir moi-même.
Donc Guru Fabulous est sur la bonne voie. Alors passons au code de l'interface graphique. Pour ça on utilise Streamlit, donc vous mettez un petit import Streamlit as st en introduction. Hop, on va commenter ça, que ça se lance pas à chaque fois. Vous avez juste à faire appel à des éléments en utilisant la syntaxe st.title par exemple. Donc là, nous on veut créer une page qui s'appelle Guru Fabulous. Et pour voir votre application, il faut maintenant que vous lanciez votre fichier non pas avec la commande python app.py mais avec la commande streamlit run app.py. Et quand vous lancez ça, normalement votre navigateur devrait s'ouvrir et vous devriez voir apparaître votre application à l'écran. C'est parti. Et voilà notre application Guru Fabulous version 0.1. Et donc nous en particulier, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la commande qui va nous être très utile, c'est st.chatInput, puisque elle va nous permettre de mettre, que veux-tu savoir humain, elle va nous permettre de mettre un petit champ pour pouvoir discuter avec Guru Fabulous. Donc notre chatbot commence à prendre forme et maintenant la seule chose qui nous reste à faire, c'est coder tout ce qui est logique d'enregistrement des messages et d'affichage des messages pour qu'on ait vraiment une discussion structurée entre Guru Fabulous et l'utilisateur. Je crois que c'est bon. On va tester ça tout de suite. Une erreur. Je pense que c'est parce que l'appli a essayé de se lancer quand j'étais en train de taper du code. Donc on va ignorer ça pour l'instant. Comment booster sa mémoire? On appuie sur Entrée. Et on a exactement la réponse qu'on obtenait dans le terminal. Et donc en gros, on a fini. On a vraiment fini. On a codé le plus important. On a codé un petit chatbot qui permet d'aller interroger ces documents. Et vous pouvez voir qu'on a fait ça en même pas 50 lignes de code. Alors ensuite, on va l'améliorer un petit peu, on va améliorer la logique, on va améliorer le design, mais pour le gros de l'application, c'est terminé, on pourrait en rester là. Si vous avez besoin de discuter avec des documents qui se trouvent quelque part dans un dossier sur votre ordi, en moins de 50 lignes de code, avec la main index et Streamlit, vous pouvez mettre en place une petite application pour faire ça. Alors on va jouer un petit peu avec, hein. Là qu'on a réussi à faire tout ça, on va pas s'en priver, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre ? C'est quoi le neurone Jennifer Aniston? Donc ça c'est pareil, c'est un truc dont je parle dans une vieille vidéo. C'est un neurone spécialisé dans la reconnaissance du concept de Jennifer Aniston. Bon, c'est très cool, il n'est pas très bavard, mais ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir modifier ensuite. On va lui demander comment les gens réagissent en général dans un attentat. C'est pareil, c'est le sujet d'une vieille vidéo. Alors là c'est intéressant parce qu'il nous répond en anglais. C'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir modifier ensuite. En fait ça montre que les prompts par défaut qui sont utilisés dans la main index, ils sont en anglais. Et du coup, même si on a posé une question en français, derrière cette question elle est intégrée à un prompt plus large qui lui est en anglais. Et c'est pour ça que le LLM il choisit de répondre en anglais, mais on va pouvoir modifier tout ça ensuite. Et sinon la réponse qu'il donne, que les gens ont tendance à rester calmes et à ne pas paniquer pendant les attaques terroristes, c'est exactement ce que je vous raconte dans la vidéo. Et c'est ce que montre au passage la plupart des études sur ces sujets. C'est pas de l'information qu'il est allé chercher sur internet, tout ça, hein, ni de l'information qui se trouvait dans sa mémoire, c'est vraiment de l'information qui vient de mes scripts de vidéo. On va améliorer un petit peu l'esthétique de l'appli, donc ce que je vous propose de faire, c'est de changer, de mettre une petite icône différente pour Guru Fabulous. Vous, les utilisateurs, on va aussi vous mettre un petit emoji, et puis on va aussi refaire ici le titre de l'appli avec un logo qui soit un peu plus sympa. Voilà, donc on a amélioré l'aspect esthétique, on a mis des icônes personnalisées pour chacun des interlocuteurs, on a amélioré un petit peu la présentation ici. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est le plus amusant, c'est essayer de customiser la façon dont Guru Fabulous va répondre. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que vous allez voir, c'est ça qui est vraiment très marrant. Pour l'instant, Guru Fabulous, il donne des réponses qui sont assez courtes, qui sont pas très bien formatées. Parfois, c'est de l'anglais, on l'a vu. Et puis surtout, c'est très impersonnel. C'est vraiment un robot, ça ressemble pas du tout à ce que j'aimerais que Guru Fabulous soit.
Pour changer ça, il faut écrire un prompt personnalisé, il faut passer par un template qui va nous permettre de changer le prompt, c'est-à-dire de changer les instructions qu'on donne à notre LLM pour écrire une réponse à partir de la question. Donc on va écrire une fonction qui permet de faire ça, on va l'appeler prepare template. Contenu du prompt: tu es Guru Fabulus, un être omniscient et bienveillant qui a atteint l'illumination suprême en étudiant la psychologie évolutionnaire. Tu réponds aux questions de tes disciples. L'un d'eux t'a posé cette question, : et là on mettra la question. Voilà tout ce que tu sais à ce sujet, : et là on mettra les documents les plus pertinents qui ont été trouvés. À partir de ces connaissances à toi, et uniquement à partir d'elles, réponds en français à la question. Et alors on va faire un petit test avant et après d'avoir rajouté ce prompt. Donc là j'ai pas encore sauvé mon fichier, on est encore avant. Donc par exemple si je lui demande à Guru Fabulus qui es-tu, voilà, il me fournit une réponse bateau qui est: je suis un expert en questions-réponses, prêt à fournir des informations basées sur le contexte fourni. Et donc là, si je sauve mon fichier et que je lui repose la question, qui es-tu, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Je suis Guru Fabulus, un être omniscient et bienveillant qui a atteint l'illumination suprême en étudiant la psycho-évo. Alors ça c'est cool, c'est exactement ce que je viens de lui dire, mais ensuite, il l'invente un peu plus. Je suis un guide spirituel qui cherche à transmettre de la pensée nuancée et à partager ma fascination pour l'humain, malgré ses imperfections. Alors là, je dis qu'il invente, mais en fait, il invente à moitié, parce que c'est quelque chose que je dis dans une de mes vidéos, que le nom Homo Fabulus, ça vient précisément de ma fascination pour l'humain. J'encourage mes disciples à voter et à prendre des décisions éclairées pour éviter que nos conditions de vie ne se détériorent. Mon objectif est d'éveiller les consciences et d'apporter de la sagesse dans un monde en constante évolution. Donc là, il y a à moitié de l'invention et à moitié des trucs qui doivent venir de mes vidéos, je pense. Par exemple, prendre des décisions éclairées pour éviter que nos conditions de vie ne se détériorent. Il a peut-être chopé ça des vidéos sur le changement climatique que j'ai faites. Alors, petite précision au montage, en réalité, on n'a pas besoin d'essayer de deviner à partir de quoi Guru Fabulus a produit sa réponse, parce qu'on a directement accès aux documents et même aux morceaux de documents qu'il a utilisés pour générer sa réponse. Pour ça, il suffit d'imprimer dans un terminal response.sourceNode qui contient précisément les passages de texte qui ont été identifiés comme étant les plus pertinents pour répondre à la question. Alors, on va lui reposer la même question: qui es-tu? Et on voit qu'il encourage une fois de plus à voter et à prendre des décisions éclairées pour éviter que nos conditions de vie ne se détériorent, et qui raconte des trucs sur le fait qu'il est en train de mettre en place des contreparties, l'inscription au générique des vidéos, etc. Et donc si on va voir dans le terminal, on se rend compte qu'il a utilisé 2 morceaux de texte pour répondre à cette question. Et dans le premier morceau de texte, c'était effectivement une vidéo publiée en période électorale, et une vidéo dans laquelle je dis précisément que je partage ma fascination pour l'humain. Et le deuxième morceau de texte utilisé, lui, correspond à une vidéo beaucoup plus ancienne, dans laquelle je disais qu'effectivement j'allais mettre en place un système de contrepartie, qui a maintenant été abandonné, si ce n'est que vous avez toujours le droit à votre nom au générique. Et puisqu'on a accès aux documents sur lesquels le Guru Fabulus s'est basé pour écrire sa réponse, on peut faire un truc encore plus cool, parce que regardez comment sont nommés mes fichiers. Chacun de mes fichiers qui contient le script de mes vidéos commence par la date, et puis à la fin, on trouve l'identifiant de la vidéo YouTube. Et donc, si on a le nom des fichiers utilisés, on peut récupérer l'identifiant de la vidéo YouTube, et on peut donc faire un lien directement vers cette vidéo depuis l'interface de Guru Fabulus. Donc on va rajouter quelques lignes de code pour faire ça, et vous allez voir que maintenant, si je repose la même question, en fin de réponse, on aura des liens qui auront été ajoutés, et si vous cliquez sur ces liens, vous atterrirez directement sur la vidéo correspondante. Alors attention, ça arrivera assez souvent qu'il ne vous donne pas des liens très pertinents, parce qu'il va vous donner les liens les plus pertinents qu'il a trouvés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont pertinents de façon absolue. Et puis des fois, la réponse à votre question se trouve dans une vidéo seulement, mais Guru Fabulus va quand même renvoyer plusieurs vidéos. Mais par contre, quand vous poserez des questions du style « dans quelle vidéo tu parles d'astuces pour booster sa mémoire ?», alors là, normalement, vous aurez à coup sûr le bon lien pour atterrir directement sur la vidéo. Et en réalité, on pourrait faire un truc encore mieux, où au lieu de démarrer la vidéo au début, quand on clique sur le lien, la vidéo démarrerait pile à l'endroit où je parle du sujet. C'est carrément possible techniquement, mais à cause de ma grosse flemme, ça restera pour l'instant impossible pratiquement. Fin de la précision.
Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut influencer comme ça la façon dont le chatbot va répondre en changeant le prompt, et on peut même aller encore un petit peu plus loin. Par exemple, je pourrais demander de répondre aux questions des disciples en les tutoyant et en les appelant chers disciples. Hop, on va recommencer. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Pourquoi pense-t-on qu'il existe des bases biologiques à la morale? On va voir ce que ça donne. Donc déjà, on voit qu'il a bien commencé sa réponse par « cher disciple ». La croyance en des bases biologiques à la morale repose sur l'idée qu'il existe un algorithme génétiquement codé dans notre cerveau. Blablabla, 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 blablabla. Bon, là, il n'a pas vraiment répondu à la question, il a un peu esquivé, il a juste développé l'hypothèse, réexpliqué l'hypothèse dans ses mots à lui. Alors, un truc qui est très important, c'est que la qualité des réponses du chatbot va être très dépendante du LLM que vous utilisez. J'ai pas encore parlé de ça, mais là, Lamindex, il utilise par défaut GPT 3.5, qui est un LLM qui coûte pas très cher à utiliser, mais dont les réponses sont pas non plus très bonnes. Et ce qu'on peut faire, c'est changer ce LLM et regarder en quoi ça va changer la qualité des réponses. Et on va reposer exactement la même question. Pourquoi pense-t-on qu'il existe des bases biologiques à la morale? Donc ça, c'était la réponse avec GPT 3.5 et maintenant avec GPT 4o. Donc on peut voir que la réponse est déjà bien plus longue, qu'elle est plus structurée. On a différents paragraphes. Ça commence par « cher disciple ». Ça finit par « avec bienveillance, gourou fabulus ». Et surtout, la réponse à la question est bien meilleure. La morale semble être produite de manière si naturelle et insidieuse par notre cerveau qu'il est difficile d'imaginer qu'elle ne puisse exister que dans notre esprit. C'est exactement ce que je vous dis dans ma vidéo. La variabilité des comportements moraux n'exclut pas l'existence de bases biologiques, c'est exactement ce que je vous raconte. Voilà, c'est une réponse qui est bien plus détaillée que la réponse qu'on a obtenue juste avant avec GPT 3.5. C'est d'ailleurs une réponse qui est un peu trop longue, à mon goût. Je pense qu'on pourrait faire plus concis que ça. Donc pour modifier ça, on va tout simplement modifier légèrement notre prompt. On va demander « écrire une réponse claire et concise ». Hop, on réessaye. Voilà, c'est mieux. Comment expliquer la variabilité morale? La variabilité morale peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Blablabla, l'éducation, les tabous culturels, tout ça, c'est exactement ce que je vous raconte dans ma vidéo sur les bisounours, donc c'est parfait. Allez, dernière petite touche finale, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un gourou fabulus, ça manque un petit peu de blagues sur la géologie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, une fois sur deux, de terminer sa réponse par une blague sur la géologie. Et pour faire ça, une fois de plus, on va retourner dans notre fonction qui prépare un template. Et ici, on va dire, donc on aura besoin de import random, et on va dire que on va tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et si ce nombre est inférieur à 0,5, on ajoutera à la fin du prompt termine par une blague sur la géologie. On sauve et donc on va reposer nos questions. Alors bien sûr, comme on a mis qu'on voulait une blague une fois sur deux, c'est pas sûr qu'on l'obtienne là tout de suite, on va voir ça. Voilà, donc là vous pouvez voir au passage qu'en utilisant GPT-4o mini, on a une réponse qui est bien meilleure que tout à l'heure quand on utilisait GPT 3.5. Avec chacun des points que j'évoque dans ma vidéo. Il y a exactement 5 astuces et il a su les retrouver. On n'a pas par contre notre blague sur la géologie, donc on va reposer la même question. Et cette fois-ci, on l'a. Pour finir sur une note légère, pourquoi les géologues ne se disputent-ils jamais? Parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de se fâcher, la Terre est toujours en mouvement. Voilà.
C'est hilarant, ça correspond exactement au niveau de mes propres blagues sur la géologie. Et bien voilà, pour moi c'est pas trop mal. Je vais faire encore quelques améliorations et puis je vais le mettre en ligne. Mais en gros, vous avez vu qu'avec même pas une centaine de lignes de code, on a réussi à créer un petit chatbot pour discuter avec ses propres données et qu'on a réussi à le personnaliser pour qu'il ressemble vraiment à un vrai Guru Fabulous. Ah oui, autre information importante, Guru Fabulous n'a pas de mémoire, c'est-à-dire que à chaque fois que vous lui posez une question, il fait comme si c'était la première question que vous lui posez. Il n'a pas la mémoire de toutes les questions que vous lui avez posées précédemment. Ce serait possible d'implémenter ça, mais j'ai pas trouvé ça très utile, donc je l'ai pas fait. En tout cas, n'essayez pas de lui parler de la question que vous venez de lui poser parce qu'il comprendra pas. Bon et ben voilà, on n'est pas trop mal, donc n'hésitez pas à aller tester le truc à l'adresse homofabulous.com/guru et à me faire des retours là-dessus. Au-delà de la petite blague, je pense vraiment que ça peut vous être utile. Par exemple, si vous recherchez une information que vous savez que vous avez entendue dans une de mes vidéos, mais que vous savez plus dans laquelle. Et franchement, par moments, c'est très proche d'une discussion avec moi sur certaines questions. Et j'ai par exemple posé à Guru Fabulous la question: les sciences humaines et sociales vont-elles un jour s'ouvrir à la biologie? Et j'ai obtenu des réponses qui étaient très nuancées et proches de ce que j'aurais moi-même répondu. Et ce qui est bien sûr tout à fait normal, puisque c'est moi-même qui ai prononcé ces mots dans des vidéos il n'y a pas si longtemps. Guru Fabulous peut aussi être très utile pour vos débats avec ceux qui ne se sont pas encore convertis à la psycho-évo. Vu que j'ai visé l'exhaustivité avec ma série de vidéos sur le sujet, il y a de très fortes chances que j'ai déjà répondu quelque part à l'argument auquel vous êtes exposé. Par exemple, si vous cherchez quoi répondre à une personne qui pense qu'on a forcément besoin d'une machine à remonter le temps pour tester les hypothèses adaptatives, vous pouvez demander à Guru Fabulous et il va vous retrouver l'info directe, même si elle est enterrée au plus profond d'une vidéo de 3 heures. Et une fois de plus, sa réponse est très proche de ce que je vous aurais dit moi-même si vous m'aviez questionné aujourd'hui. Attention, si jamais l'appli marche pas quand vous allez dessus, c'est probablement que vous êtes trop nombreux à l'utiliser et que vous avez fait péter le serveur. Donc revenez un peu plus tard. Et si l'appli marche mais que vous n'obtenez pas de réponse quand vous posez des questions, c'est probablement que vous avez épuisé tout mon crédit OpenAI, parce que oui, je paye à chaque fois que vous faites une requête, et donc j'ai quand même mis une limite. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres fonctionnalités qui pourraient vous être utiles, je verrai si j'ai le temps de les implémenter. Et si vous êtes créateur de contenu et que vous voudriez faire la même chose avec votre chaîne YouTube ou avec un livre que vous avez publié ou n'importe quelle autre base de données, n'hésitez pas à me contacter. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de format de vidéo où je fais des petits projets de programmation. Au passage, j'en profite pour faire passer un petit message. Si vous avez des connaissances en programmation, je vais bientôt avoir besoin d'un petit coup de main, non seulement pour développer ce genre de projet rigolo, mais aussi pour accélérer de façon plus générale la production de vidéos sur Homo Fabulous. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'il y avait plein de choses que je pouvais automatiser dans mon travail, et j'ai commencé à le faire, mais j'ai pas le temps de mener de front l'automatisation et la production de nouvelles vidéos. Donc si vous avez de temps en temps quelques heures à consacrer à la cause d'Homo Fabulous, envoyez-moi un email à homofabulouslachaîne@gmail.com et je vous expliquerai tout ce que vous pouvez faire pour m'aider. Les compétences liées à la génération de vidéos seront évidemment très utiles, donc je pense en particulier à FFmpeg, Manim, Blender et aux IA génératives. Mais rien que des compétences générales en Python, ça suffit. Et puis ce sera très facile de se former sur le tas pour le reste. Et maintenant, comme promis, un petit tuto un peu plus avancé pour les plus geeks d'entre vous. Alors d'abord, la seule chose que vous avez besoin d'avoir installée sur votre ordi, c'est Python bien sûr, et ensuite on aura besoin de 2 librairies. On aura besoin de LlamaIndex, qui est un framework Python qui est spécialisé pour construire des applis qui doivent aller discuter avec des LLM. Donc vous faites juste un petit pip install lama-index. Je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Et la deuxième chose dont on aura besoin, deuxième framework, c'est Streamlit, qui est cette fois-ci un framework qui est spécialisé pour créer des interfaces web. Et la troisième chose que vous devez avoir, c'est une clé API pour OpenAI, puisque comme je vous le disais, on va utiliser un LLM d'OpenAI pour faire les requêtes. Et donc il vous faut une clé API qu'il va falloir aller chercher sur le site d'OpenAI. Donc vous allez à l'adresse platform.openai.com/api-keys et là vous faites créer une nouvelle clé secrète. Vous allez obtenir une clé qui consiste en une suite de caractères comme ici. Vous copiez-collez cette clé et vous venez la mettre dans le terminal. Vous faites
Si vous êtes sous Windows comme moi, ce sera set OpenAI API key égale, et là vous collez votre clé. Si vous êtes sous Linux, ce sera normalement export OpenAI API key égale, et c'est important que le nom de cette variable d'environnement, comme on l'appelle, ce soit vraiment OpenAI underscore API underscore key. Il faut que ce soit exactement ce nom-là. Et voilà, une fois que vous avez ces trois choses-là, vous pouvez commencer à coder. Et alors mon dossier de travail, à quoi il ressemble? C'est aussi tout simple. Là, j'ai mon dossier data que je vous ai déjà montré qui contient l'ensemble des scripts de toutes les vidéos que j'ai jamais publiées. J'ai un autre fichier média dans lequel j'ai mis quelques petites photos dont on va se servir un peu plus tard. Et puis j'ai mon fichier principal app.py dans lequel on va mettre tout notre code. Notamment Simple Directory Reader et Vector Store Index. On va initialiser une constante data_dir qui sera le chemin dans lequel on a mis tous nos documents. Pour moi, je vous ai dit que c'était /data. On va charger tous les documents qui se trouvent dans ce dossier. Une fois qu'on a chargé ces documents, il faut ensuite les transformer en index, donc cette base de données qui est constituée de vecteurs, de représentations numériques dont je vous parlais. Ça se fait une fois de plus assez simplement avec Vector Store Index. D'ailleurs, c'est pas exactement ça la syntaxe, c'est from documents, document, voilà. Et ensuite, on va construire un espèce de petit moteur de recherche sur cet index qui va nous permettre de poser des questions à cet index. Donc c'est Query Engine index.asQueryEngine. Les suggestions que vous voyez de code là, c'est GitHub Copilot, donc une intelligence artificielle qui aide à coder, mais comme vous pouvez le voir, ces suggestions sont pas toujours très pertinentes. Response égale query-engine.query, et là on va lui demander par exemple comment booster sa mémoire, et on va demander d'afficher la réponse dans le terminal. On va faire tourner ce script, et alors il faut savoir que la première fois que le script va tourner, ça risque d'être un petit peu long parce qu'il va falloir, il y a cette étape ici de chargement des documents et de création d'index qui prend un peu de temps. Il faut charger les documents, il faut les envoyer à OpenAI, il faut qu'OpenAI les traduise en représentation numérique et renvoie la réponse. Tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Python app.py pour lancer le script. Et donc justement, pendant que le script est en train de tourner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser un peu le truc. Là, pour l'instant, à chaque fois que je vais lancer le script, l'index va être de nouveau créé de zéro. Ce qui serait un peu plus cool, c'est qu'une fois qu'il a été créé une première fois, ils sont ensuite stockés dans un dossier pour qu'ensuite on n'ait plus besoin de le recréer, qu'on ait juste besoin de le charger. Donc pour faire ça, on va créer un deuxième dossier dans lequel on va stocker cet index. Je vais l'appeler storage. Et donc je vais dire que si ce dossier n'existe pas, alors je charge les documents et je crée mon index. Et je viens le sauver sur mon disque dur dans le dossier index_dir. Par contre, s'il existe déjà, je viens rechercher la configuration et je charge mon index. Hop, j'ai une erreur ici. Ici, c'est un point. Et pour utiliser ces commandes, j'ai besoin de faire appel à deux nouvelles classes. Une classe, une fonction. Storage context et load index from storage. Et j'ai aussi besoin de OS. Hop. Alors, est-ce qu'il a fini notre petit script ? Oui, il a fini, et non seulement il a fini, mais il nous a bien renvoyé une réponse. On va relancer tout de suite la deuxième version du script, et si je me suis pas trompé, cette fois-ci, après l'exécution, on devrait voir apparaître dans le dossier de travail un dossier storage qui contiendra l'index qui sera stocké de façon permanente. Alors pareil, Python app.py. Et alors pendant que ça tourne, donc là vous avez déjà votre petit chatbot entre guillemets qui est en place. Vous pouvez déjà le questionner en changeant la question qui se trouve ici entre les guillemets. Si vous voulez pas faire question par question, vous pouvez implémenter une liste de questions et faire une boucle dessus.
Mais bien sûr, ça serait plus intéressant d'avoir une interface graphique pour poser ces questions, et c'est ce qu'on va coder tout de suite après avec Streamlit. Alors hop, l'exécution est finie, et donc si on regarde dans notre dossier de travail, on a bien maintenant un nouveau dossier storage qui contient, alors peu importe le détail, mais il contient des fichiers qui représentent notre index. Alors passons au code de l'interface graphique. Pour ça, on utilise Streamlit, donc vous mettez un petit import Streamlit as st en introduction. Alors comme je vous le disais, Streamlit c'est un framework Python qui permet de créer des applications web de façon très simple, et en particulier sans avoir jamais à toucher à du HTML ou du CSS ou du JavaScript, ou en tout cas avoir quasiment pas à y toucher. C'est parti. Ça met un peu de temps à se charger la première fois, c'est normal, on va optimiser tout ça ensuite. Et voilà notre application Guru Fabulous. Alors il y a deux choses qu'on peut faire tout de suite pour optimiser un petit peu les temps de chargement. La première chose, c'est d'aller ici en haut à droite, cliquer sur les trois petits points Settings et cocher Run on Save. Et ça permettra que l'application s'exécute automatiquement à chaque fois que j'enregistrerai mon fichier app.py, que j'ai pas besoin de relancer l'application manuellement. Donc ça c'est très utile. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est mettre le chargement de l'index en cache pour éviter que l'index ne soit chargé à chaque fois que l'application tourne. Parce que le principe de fonctionnement de Streamlit, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur un élément, n'importe quoi, un bouton, un champ texte, etc., l'intégralité du script va être relancée. Et nous, notre script, tel qu'il est écrit actuellement, ça voudrait dire que l'index serait chargé à chaque fois par cette fonction, et donc ça entraînerait des temps de latence assez importants. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre tout ce bloc de code dans une fonction qu'on va appeler loadIndex. Hop. On indente tout ça. On demande à cette fonction de nous renvoyer l'index, qu'on va venir récupérer ensuite ici. Et il ne nous reste plus qu'à demander de mettre toute cette fonction en cache. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise juste avant la définition de la fonction un petit st.cacheData. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, normalement les temps de chargement de l'application devraient être beaucoup plus rapides. Donc là, l'application est une nouvelle fois en train de charger cette fonction loadIndex, mais une fois que ce sera fait, normalement, on n'aura plus de temps de latence et les modifications qu'on fera à notre fichier app.py seront prises en compte tout de suite. Alors on va tester ça tout de suite en implémentant un nouveau champ Streamlit. On va faire un petit st.write qui sert à afficher du texte et toutes sortes d'objets. Chatbot numéro 1 sur la psycho-évo en France. Et toc, j'ai sauvé. Et voilà, c'est mis à jour automatiquement et très rapidement sur mon application. Donc on va pouvoir travailler comme ça maintenant. Alors je vous montre un peu de quoi Streamlit est capable, parce que c'est quand même assez impressionnant et ça peut être assez utile pour un de vos projets plus tard. Donc là on a mis un titre, on a mis du texte, on peut mettre quoi d'autre? On peut mettre une text area. Hop, voilà, elle apparaît ici. Pour récupérer le texte que l'utilisateur va mettre dans cette text area, il suffit de faire texte égale st.textArea. Et ensuite, on peut tout simplement l'afficher. Hello. Et voilà, c'est affiché en dessous. On peut mettre des boutons radio. Hop, texte, audio, vidéo. On peut afficher des formules LaTeX, par exemple. Hop, voilà, la formule est affichée ici en dessous. On peut bien sûr tracer des graphiques. Pour ça, on va avoir besoin de pandas et numpy. Hop. Ça, c'est nos données. Et ensuite, pour les afficher, il suffit de faire st.lineChart. Tac. Hop. Le voilà. Notre line chart. Au lieu de faire un line chart, on peut faire un area chart. Enfin bon, il y a vraiment
Plein de possibilités, vous irez voir la documentation si ça vous intéresse. Alors, si jamais il n'y a pas encore eu de messages qui ont été postés, on va dire que Guru Fabulous va poster le premier message, il va poser une question à l'utilisateur. On va aller voir dans Session State s'il n'y a pas une variable qui s'appelle message. Et s'il n'y a pas, on va initialiser notre liste des messages avec un message de quelqu'un qui est, on va l'appeler l'assistant. L'assistant, c'est le bot, c'est Guru Fabulous. Et le contenu, ce sera juste un simple oui. Hop. Voilà, donc ça c'est le premier message de la discussion. Ensuite, on va mettre notre chat input, st.chatinput. Et pour récupérer le texte que l'utilisateur va rentrer dans ce chat input, on va tout simplement mettre un if prompt égal. Et ça va permettre de faire en sorte que quand l'utilisateur va rentrer sa requête, la variable prompt va prendre une valeur et on va pouvoir exécuter le bloc de code qui suit, qui va juste être que on va rajouter à notre liste des messages. Ouais, ça me va. Juste la première ligne. Donc voilà, quand l'utilisateur va entrer sa question, ça va initialiser la variable prompt et on va rajouter cette variable prompt à la liste des messages. Ensuite, on va afficher tous ces messages. Pour afficher les messages, on utilise une nouvelle commande Streamlit st.chatMessage qui va prendre comme argument le rôle de celui qui a écrit le message. Et on demande d'écrire le contenu du message. Et donc là, si on retourne voir notre application, on devrait déjà avoir des trucs. Voilà, donc on a bien le premier message qui a été publié par Guru Fabulous, qui demande oui. Et normalement, si on rentre ici une question, comment booster sa mémoire, elle s'affiche au bon endroit, en dessous du message de Guru Fabulous. Et chaque message, puisque chaque message a des rôles différents, chaque message a une petite icône différente. Tout ça c'est géré par Streamlit, on n'a pas besoin de le coder. Donc on va continuer. Pour l'instant, on a été capable de récupérer la question de l'utilisateur et de l'afficher, mais bien sûr, il nous reste ensuite à envoyer cette question, à comparer cette question avec les documents qui se trouvent dans l'index et ensuite à renvoyer tout ça à un LLM. Donc c'est ce qu'on va coder tout de suite. On va créer notre moteur de recherche exactement avec la même ligne qu'on avait utilisée ici au-dessus. Hop, on va mettre ça là. Et ensuite, la logique qu'on va suivre, c'est qu'on va dire que si le dernier message qui a été publié dans la liste des messages vient d'un utilisateur, alors on va l'envoyer à un LLM, parce qu'évidemment, on ne veut pas envoyer les messages de Guru Fabulous à un LLM. Les messages de Guru Fabulous, c'est la réponse des LLM, donc on ne veut pas envoyer la réponse des LLM de nouveau, une nouvelle fois au LLM. Pour faire ça, on va dire if st.sessionState. Ouais, c'est pas mal ça. Donc en gros, si le dernier message, le -1, ça veut dire dernier message, si le rôle du dernier message est user, on va envoyer la question au LLM. Et si on obtient bien une réponse, on va l'afficher. Alors elle se trouve, le response, c'est un objet de réponse, mais le texte en lui-même se trouve dans response.response. Et on va l'ajouter à la liste de tous les messages. Et je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? D'abord, on va modifier ici, vous pouvez voir que la réponse, elle n'a pas sa petite icône de Guru Fabulous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Il suffit pour ça d'aller ici et de mettre un petit with st.chatMessage assistant, hop, et ensuite on indente tout le reste du code. Réessayons. Voilà, c'est bon, ça s'est mis en place tout seul. Un autre truc qu'on peut faire, c'est afficher une petite roue qui tourne pendant que Guru Fabulous réfléchit, parce que là il y a un petit temps de latence quand on pose une question, le temps que la question soit comparé avec la base de données et puis ensuite envoyer un LLM sur les serveurs d'OpenAI. Par exemple, si je tape « Qu'est-ce que la psycho-évo ?» Hop,
Voilà, ici il y a un petit moment dans lequel il ne se passe rien, donc on pourrait rajouter une petite roue qui tourne. Ça peut se faire très facilement grâce à Streamlit. Ici on rajoute un petit st.spinner. Vous avez osé sortir Guru Fabulus de son sommeil. Patientez 2 secondes, le temps qu'il se réveille. Pof. Et il suffit de décaler ça. Réessayons. On va reposer la même question. Qu'est-ce que la psycho-émo? Et voilà, cette fois-ci, on a bien la petite roue qui tourne avec le message qui est affiché en même temps. On va améliorer un petit peu l'esthétique de l'appli. Donc d'abord, l'image pour Guru Fabulus, elle se trouve dans mon dossier média. Et je crois qu'elle s'appelle guru.png. Et donc ce qu'on veut faire, c'est ici, on va venir ajouter un avatar. Ce sera Guru Fabulus File Pass si le rôle du message c'est assistant, donc ça c'est bon. Et sinon rien du tout. Ici la même chose. Avatar égale Guru Fabulus File Pass. Donc là normalement, hop, voilà c'est parfait. Les réponses de Guru Fabulus ont maintenant un logo qui est un petit peu plus sympa. Pour vous mes abonnés, on va juste mettre un emoji sac de thunes, puisque c'est comme ça que les gourous considèrent leurs disciples. Hop, donc c'est par ici, entre guillemets, et on va aller, on peut coller directement une emoji, ça marche. Pof. Vérifions. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant on a Guru Fabulus qui discute avec des sacs de thunes. Et quoi d'autre? Ouais, on a dit le titre. Alors pour faire un titre un petit peu plus joli, on va cette fois-ci passer à du HTML. Donc on va virer ça, et à la place on va mettre... Alors pour mettre du HTML en Streamlit, il faut passer par st.markdown. Et donc on met le texte, et à la fin il faudra... On va pas mettre du markdown, on va mettre du HTML, mais à la fin il faudra mettre la commande unsafe allow HTML égale true. Et alors ce qu'on va faire, on va commencer par notre image. Hop, qui se trouve à cette adresse pour moi. Et on va centrer cette image. On va lui mettre une largeur de 60 pixels. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ensuite, on va mettre un titre H1. Et ensuite, on va mettre un sous-titre H5. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le gourou qui a réponse à tout, c'est pas mal. Moi, je vais mettre coach, mentor, ami et compte Tipeee. Pof, on ferme les guillemets, ça on vire, et je crois qu'on est bon, on va vérifier. C'est bien, je voudrais juste centrer les textes. Tac, ça. Hop. Et voilà, un peu plus joli déjà. Et on va écrire notre petit template de question answer, de question-réponse. Tu es Guru Fabulus. Tu réponds aux questions de tes disciples. L'un d'eux t'a posé cette question, 2 points. Et là, on va mettre une petite balise qui sera remplacée par la question de l'utilisateur. Donc c'est query string. Voilà tout ce que tu sais à ce sujet, 2 points. Et là, on va mettre les documents que notre chatbot sera allé rechercher dans la base de données et qu'il aura considéré comme les documents les plus pertinents. Donc c'est ce qu'on appelle le contexte. C'est stocké dans context string. Et il n'y a plus qu'à terminer les instructions, donc lui dire à partir de ces connaissances, et je vais rajouter à toi, pour bien lui indiquer que ce sont ses connaissances à lui, qu'il n'est pas en train d'aller chercher dans une base de données. J'essaie de le forcer à considérer que ses connaissances, ce sont ses connaissances. Je vais aussi dire et uniquement à partir d'elle,
pour essayer qu'il ne réponde pas à des questions plus générales du genre quelle est la hauteur de la tour Eiffel, etc. Je voudrais vraiment que ce soit un chatbot qui soit spécialisé dans la psycho-évo. Donc j'essaie par cette phrase d'essayer de ne pas répondre quand la réponse à la question ne se trouve pas dans la base de données. Réponds en français à la question. Et là, une fois de plus, je suis en train d'essayer de le forcer à répondre en français parce qu'on a vu que de temps en temps, il répondait en anglais. Bon, je pense que le fait d'écrire un prompt très long comme ça en français, ça va faire qu'automatiquement, il va se mettre à répondre en français. Mais quand même, je vais insister ici en lui demandant de répondre en français. Hop, on ferme notre chaîne. Ensuite, il faut juste remplacer les variables query string et context string par leur contenu. Prompt template. Et il n'y a plus qu'à renvoyer notre QA template. Et ce prompt, ce template de question answer, on va tout simplement venir le mettre ici. On va le passer dans index.askQueryEngine, ici, avec un argument text QA template égale QA template. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, là il faut que j'importe aussi index.core import prompt template. Et ce qu'on peut faire, c'est changer ce LLM, ça se fait aussi très facilement. Donc pour ça, il faut importer de lama-index llm.openai, hein, je crois que c'est ça. Et on va changer de LLM tout simplement en utilisant un paramètre settings, settings.llm égale LLM, et on va initialiser notre LLM juste au-dessus. Ce serait OpenAI modèle égale GPT. Donc là, on était avec GPT 3.5 Turbo. Et maintenant, on va essayer avec GPT 4o, par exemple, pour voir comment les réponses se sont modifiées. Alors, il faut aussi importer settings. Et lui, pourquoi il n'est pas content? Ah, bah oui, parce que j'ai oublié un petit mot. Donc là, on tournait avec GPT 4o. Il y a un dernier modèle qui est aussi intéressant et pas très cher, c'est GPT 4o-mini. On va voir ce qu'il donne. Comment expliquer la variabilité morale? Plusieurs facteurs interconnectés, blablabla. Il est essentiel de reconnaître que notre sens moral n'est pas entièrement inné, mais plutôt précablé. Donc tout ça, c'est très bon aussi. Et donc là, j'utilise que des modèles qui viennent d'OpenAI par simplicité, mais si jamais vous vouliez utiliser des LLM d'autres compagnies, ou même des LLM qui tournent en local, ce serait ici qu'il faudrait venir modifier cette variable LLM, que vous passez ensuite à settings.llm. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme astuce si jamais vous voulez tenter l'expérience à la maison? Bon, déjà, je suis passé assez vite sur la plupart des aspects, mais si vous essayez vous-même de personnaliser ce code, vous allez probablement rencontrer des problèmes assez rapidement, parce que c'est encore des technos pas forcément... des technos qui sont en cours de développement, et en plus de ça, les LLM, on ne sait pas exactement comment ça marche, donc c'est parfois difficile d'obtenir ce qu'on veut d'un LLM. Lama-index vous laisse personnaliser chacune des étapes d'interaction avec le LLM et avec l'index. Donc par exemple, si vous voulez modifier le paramètre qu'on appelle la température entre 0 et 1, et qui caractérise en gros le degré d'hallucination du LLM, à quel point vous l'autorisez à être créatif, à s'écarter du prompt que vous lui donnez, vous auriez juste à modifier ici, ajouter un argument température égale ce que vous voulez. Alors généralement pour les applications RAG, on essaie de laisser cette température assez basse parce que on veut que l'application utilise surtout les données pour répondre et qu'elle ne se mette pas à inventer des trucs à partir de ses connaissances perso. Donc moi ce que je fais, c'est que en général je laisse très bas, un truc comme 0.01. Si vous vouliez contrôler le nombre maximum de tokens que le LLM vous renvoie, c'est aussi ici que vous pourriez le contrôler. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi demander à ce que les réponses que vous envoie le LLM soient streamées, c'est-à-dire que quand vous recevez une réponse d'OpenAI, plutôt que d'afficher cette réponse en un seul bloc, un seul paragraphe, vous allez l'afficher petit à petit en temps réel.
Ça permet de diminuer un petit peu les temps de latence et c'est important pour l'utilisateur. Donc ça se contrôle tout simplement avec un paramètre streaming égale true que vous mettez ici dans index.askQueryEngine. Par contre, après, il faudra changer un petit peu l'affichage de la réponse. Ça ne se fait pas exactement de la même façon parce que ça va vous renvoyer un générateur plutôt que de vous renvoyer une chaîne de caractères. Vous pouvez contrôler aussi ici le nombre de documents que vous allez rechercher dans l'index. Là, par défaut, je crois que c'est 3. Enfin, plus exactement, ce n'est pas des documents, c'est des morceaux de documents. Quand la main index prend vos documents sur votre ordi et qu'il les transforme en un index, il va d'abord les découper en des morceaux de documents. Et vous pouvez contrôler ensuite combien de tels morceaux de documents vous voulez envoyer au LLM pour qu'il puisse fournir sa réponse. Et ça se contrôle avec le paramètre Similarity Top K. Et donc là, évidemment, plus vous envoyez de documents, plus vous avez de chances que la réponse à la question se trouve dans un de ces documents, mais aussi plus vous allez envoyer de bruit en même temps au LLM, et donc la réponse va devenir peut-être moins pertinente. Donc il y a un compromis à trouver entre les valeurs trop hautes et les valeurs trop faibles. En pratique, moi, j'ai fait différents tests et j'ai pas vraiment trouvé de différence entre 3, 5 et 8. En tout cas sur mes documents, hein, ça peut être très variable en fonction des documents que vous avez. Donc je le laisse toujours dans ces valeurs-là. Un autre truc qui peut faire la différence par contre, c'est sur le modèle d'embeddings que vous utilisez pour transformer vos textes en vecteurs. Alors moi là, dans l'appli que j'ai construit, j'ai laissé le modèle d'embeddings de Llama Index par défaut, qui est celui d'OpenAI, je crois que c'est Ada 2. Mais ça pourrait être intéressant de changer ça, en particulier si tous vos documents sont en français. Si vous travaillez principalement ou exclusivement avec des documents qui sont en français, le meilleur modèle d'embeddings que j'ai trouvé, qui me donnait les meilleurs résultats, c'est Solon, il s'appelle Solon. Et puis vous pouvez même exécuter ce modèle d'embeddings en local sur votre ordi, ce qui vous permettra de faire diminuer un petit peu les coûts, mais ça va augmenter le temps de latence. En général, ça prendra plus de temps que d'envoyer la requête à OpenAI. Mais si vous voulez faire ça, il faut faire un truc du genre. Alors déjà, pour télécharger le modèle, le plus simple, c'est de passer par Hugging Face. Donc vous allez faire from llama index.embeddings.hugging face import Hugging Face. Voilà. Il n'est pas content, pourquoi? Peut-être parce qu'il faut installer un nouveau package en plus, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ensuite, une fois que vous avez fait ça, le nom du modèle, c'est ordalitech/solon-embeddings-base-0.1. Il y a une version base et une version large. Évidemment, la version large est meilleure, mais elle demandera plus de temps de calcul. Ensuite, vous chargez votre modèle d'embeddings avec Hugging Face Embedding model name égale. Et puis, vous n'avez plus qu'à la rajouter aux settings, exactement comme on faisait ici avec le LLM, settings.embedModel égale embedModel. Et donc voilà, en faisant ça, vous allez maintenant utiliser Solon pour créer vos vecteurs plutôt que d'utiliser Ada 2. Et c'est vraiment un modèle d'embeddings que je recommande pour les textes en français. Voilà, amusez-vous bien, il y a vraiment de quoi y passer des heures à essayer de créer un petit chatbot personnalisé. Je mettrai sur mon site web tout le code, je le rendrai disponible pour que vous puissiez repartir de là si ça vous intéresse.